Après 2 guerres mondiales en moins d'un siècle, de nombreux responsables ont cherché les moyens d'éviter la répétition d'un tel désastre. Une idée venant d'un haut fonctionnaire français, Jean Monnet, et reprise par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, a été de mettre en commun les secteurs industriels considérés comme les moteurs de la guerre, le charbon et l'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. En 1951, 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, signent le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, gouvernée par la Haute Autorité, premier organe supranational. En 1968, le Premier ministre luxembourgeois Pierre Werner propose la création d'une monnaie unique. Publié en 1970, le rapport Werner demande la réalisation progressive, étalée sur 10 ans, d'une union monétaire. Mais un an plus tard, les États-Unis dévaluent le dollar. Survient ensuite la crise du pétrole. Le plan Werner est suspendu. En 1986, les États membres signent l'acte unique européen, qui apporte les premières modifications au traité de Rome. Son objectif est l'achèvement d'un véritable marché intérieur à l'échéance de 1993, à la fois fondé sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux et exempt de tout obstacle non tarifaire. En 1988, le président de la Commission européenne, Jacques Delors, est chargé de présider un comité dont les travaux serviront de base au traité de Maastricht. Conformément au traité, la deuxième phase commence en 1994. C'est la phase de la convergence économique, des institutions et des procédures indispensables pour y parvenir. Le traité spécifie les critères de convergence auxquels les États membres doivent satisfaire afin d'être considérés prêts pour l'adoption de la monnaie unique. L'Institut monétaire européen est créé le 1er janvier 1994 à Francfort. La BCE est créée le 1er juin 1998 et remplace l'IME. Son siège, comme auparavant celui de l'IME, se trouve à Francfort. La BCE et l'ensemble des banques centrales nationales de l'Union européenne constituent le système européen de banques centrales. 1er janvier 2002. 12 pays, plus de 300 millions d'Européens. Des cultures différentes, des rêves différents, des attentes différentes. 300 millions d'hommes et de femmes qui partagent une seule et même monnaie. L'euro, notre monnaie. Mais alors, comment est-ce que tout cela va se terminer? D'où va venir l'étincelle qui va faire exploser la zone euro? Bah écoutez, c'est pas très difficile en général. Quand quelque chose ne peut plus durer, il s'arrête. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire faillite, le Portugal est en train de faire faillite, et l'Italie est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la sauver. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, j'avais écrit en 2001, l'euro va amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, on y est. On y est. Ça marche pas. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait puisque les systèmes sont en train de diverger. Ce qu'il y a de bien avec le système de prix libre, c'est que les systèmes convergent naturellement, si vous voulez. Là, c'est un système qui diverge. Et un système qui diverge devient explosif. Il ne peut pas. Or, la divergence ne cesse d'augmenter. Et à un moment ou à un autre, un système qui diverge explose. Face à la tempête, les États européens se doivent une assistance collective et désintéressée. Et nous le savons, une planification sanitaire commune est indispensable pour tous nous protéger. Mais disons-nous les choses tout de suite.
Toute incantation restera un vœu pieux tant que notre Assemblée se bornera à contempler presque tétanisée la débâcle de la coordination des gouvernements européens. Notre rôle aujourd'hui doit aller au-delà. Nous devons d'abord être lucides sur les causes du désastre. Comment expliquer que dans la résolution conjointe qui nous est aujourd'hui soumise au vote, il n'y ait pas un seul mot, une seule évocation de la responsabilité des coupes budgétaires dans nos systèmes de santé publique? Comment débattre de la crise sanitaire sans clairement acter le sombre bilan de l'austérité? 100 000 lits fermés en 20 ans en France, 14% des lits de réanimation disparus en Europe en l'espace de 10 ans. Oui, chers collègues, l'austérité tue. Et nous devrions ici fermer les yeux au Parlement européen? La submersion de nos services de soins ne vient pas de nulle part. Par 63 fois entre 2011 et 2018, la Commission européenne a recommandé aux États membres de réduire leurs dépenses de santé. Les gouvernements libéraux ne demandaient pas meilleur prétexte d'ailleurs pour justifier la casse de nos hôpitaux. Il aurait fallu reconnaître cette évidence pour en tirer des leçons politiques aujourd'hui. Plutôt que de rester prisonniers de cette logique, nous devrions nous souvenir des mots de l'illustre prisonnier d'Albert Camus. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Et cette issue, on la connaît, en affirmant d'abord que le coût de la crise doit être justement réparti, en mettant à contribution les grandes fortunes, les multinationales, les évadés fiscaux, et en revendiquant ensuite la nécessité d'utiliser la politique monétaire pour éviter le recours à l'austérité. Pourquoi écarter d'un revers de la main toute réelle mutualisation des dettes? Pourquoi empêcher la Banque centrale européenne de financer directement les États, comme vient de l'annoncer la Banque d'Angleterre? Pourquoi refuser d'évoquer la question de l'effacement progressif des dettes de la crise, comme cela s'est déjà fait dans l'histoire de notre continent? Il est temps, chers collègues, de briser tous ces tabous. C'est le seul moyen de desserrer l'étau face à l'épidémie aujourd'hui et face aux défis climatiques demain. Mais tous ces enjeux, et je le regrette, vous préférez les ignorer.